Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui incarcéré à la prison de la CPI, la Cour pénale internationale, a mené pendant 30 ans dans son pays un combat au service de la démocratie, du bien-être et de la liberté des populations. Au cours de sa carrière politique dans l'opposition contre le président Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo a fait 4 fois la prison, en 1966, 69, 71 et 1992. Il a été vilipendé, humilié et emprisonné, souvent avec tous les membres de sa famille. Laurent Gbagbo a connu l'exil. Élu président de la République en 2000, l'homme ne connaîtra jamais la tranquillité parce que confronté à une stratégie internationale de harcèlement permanent. La guerre du 19 septembre 2002 est venue couronner le tout, l'empêchant ainsi de réaliser son programme de gouvernement. Malgré tout, Laurent Gbagbo est resté fidèle à ses convictions d'homme de paix et de démocrate. Avec le docteur Assoadou, l'un de ses fidèles compagnons, nous allons faire une incursion dans le temps et parler du parcours politique de Laurent Gbagbo, l'homme de paix et le démocrate. Je rappelle que le docteur Assoadou est ancien ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ancien ministre des Eaux et Forêts, ancien ministre de la Défense. Il a été également député de Cocody et ancien secrétaire général du syndicat des cadres supérieurs de la santé, le SINACASI. Bonsoir, docteur. Les premières années de l'indépendance des pays africains a coïncidé, n'est-ce pas, avec l'effervescence, n'est-ce pas, des courants de pensée. Alors, quelle était, lui, déjà à cette époque-là, sa vision par rapport à tous ces courants de pensée? Pour mieux comprendre le combat de Laurent Gbagbo pour la démocratie et la paix, effectivement, il faut aller jusqu'à dans les années 60, exactement 68, 69 et au-delà. Pourquoi? Parce que ce sont des années qui viennent juste après les indépendances, mais en même temps, ce sont les années où, en Afrique, comme en Asie, comme en Amérique latine, il y avait tout un tas de débats sur les voies empruntées pour obtenir la liberté, pour obtenir la démocratie dans nos États. Dans ce débat qui a eu lieu pendant des années, très tôt, Laurent Gbagbo va se détacher pour opter définitivement pour la lutte pacifique. Ce qui va résumer plus tard dans son ouvrage « La transition pacifique à la démocratie ». C'était très important parce que ce n'était pas la voie majoritaire, mais c'est la voie qu'il va choisir. Et ça va l'amener pendant près de 30 ans à se maintenir sur cette ligne-là. Mais pour donner des éléments clairs et précis, il faut dire que de 68-69 jusqu'à 1990, la lutte va se centrer sur la restauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait lutter pour cette restauration. Mais entre-temps, il y a eu des événements très importants parce que, avec la crise économique de la Côte d'Ivoire, nous allons passer la période des ajustements structurels. Avec l'arrivée de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, je peux qualifier ça comme des années noires pour les Ivoiriens. Parce que ça a été les années de démantèlement, de déstructuration de toutes les sociétés d'État de Côte d'Ivoire. Ça a été l'année même où on a modifié le statut général de la fonction publique. Fait de telle sorte que même les grèves étaient interdites. Ça a été donc l'année où, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, la Côte d'Ivoire va broyer du noir. Donc on n'est pas étonné qu'en 1992, les étudiants qui depuis cette époque vivaient parce qu'ils n'ont presque plus rien, on n'accordait presque plus de bourses, ceux qui ont les bourses n'étaient pas payés, vont se révolter. Mais comme en 1990, par les luttes passées, le président Houphouët a été obligé de restaurer le multipartisme et
de permettre un certain nombre de manifestations. Et Laurent Gbagbo et ses camarades, avec toutes les associations syndicales dont j'ai cité et les associations des droits de l'homme, vont venir au secours des étudiants. Et au cours de la marche, qui était une marche de protestation, une marche pacifique, elle aussi elle va être sauvagement réprimée. Et après, on aurait même su que certains militaires avaient été désignés pour l'abattre au cours de la marche. Heureusement, il n'a pas été abattu, mais il a été arrêté, son épouse, son fils et beaucoup d'autres démocrates, y compris le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, le professeur Denis Sédi. Ils vont passer un long temps en prison, mais après leur libération, le combat va continuer. Parce que l'obstention du multipartisme ne signifie pas démocratie. Voilà, à cette époque, nous militons avec nos camarades ouest-africains. Et cette lutte n'était pas une lutte centrée sur la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on lutte pour libérer la Côte d'Ivoire, mais on lutte pour libérer l'Afrique. C'est un patriotisme, que je peux dire, panafricain. C'était ça le sens. Et vous verrez que dans les statuts du FPI, hein, à l'article 7, c'est bien mentionné, peut être membre du FPI tout Ivoirien ou non-Ivoirien qui accepte ces principes. C'est fait exprès, intentionnellement, pour dire que c'est un parti qui est ouvert aux autres Africains. Et c'est pourquoi dans le FPI, vous avez des militants burkinabés, vous avez des militants maliens, il y a même des ressortissants du Moyen-Orient. Il y a un de nos vieux là, qui est palestinien, qui manifeste avec nous. Donc c'est un parti ouvert, c'est un parti pour les Africains, ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Vous parliez tantôt de la restauration du multipartisme. Est-ce que qui dit multipartisme parle forcément de démocratie, dans le sens du combat de Laurent Gbagbo? Non, ce n'est pas identique, pas seulement dans le sens du combat de Laurent Gbagbo, mais même dans le monde entier. Vous avez, surtout en Afrique, des partis qui existent dans nos pays, mais qui n'ont pas droit à manifester. Quand ils manifestent, on les réprime. Quand il y a des élections, ce ne sont pas des élections transparentes. C'est pourquoi, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la lutte va être centrée, après la restauration du multipartisme, sur l'obtention d'une vraie démocratie. Et cette lutte sera aussi une lutte très difficile. Parce que les éléments qu'il fallait absolument obtenir par des moyens pacifiques, c'était d'abord arracher l'organisation des élections des mains du ministère de l'Intérieur. Ça a été la lutte pour obtenir la CEI, la Commission électorale indépendante. Mais une fois qu'on a obtenu la Commission électorale indépendante, ce n'est pas suffisant. Hein? Il fallait les éléments nécessaires pour des élections transparente, c'est-à-dire le bulletin unique où tous les candidats figurent sur le bulletin unique et avec leur symbole, l'électeur vient, il n'a qu'à mettre son empreinte. L'empreinte, pourquoi? Parce que ça aussi c'est important. Il y avait des votes multiples. Le gars, il vote dans un bureau, il se déplace, il va dans un autre quartier, il vote, il peut voter 10 fois, 20 fois. Donc on a exigé l'empreinte avec l'encre indélébile. Ensuite, il fallait obtenir qu'on ait des urnes transparentes. Les urnes étaient bourrées. Et ces éléments ont été complétés également par l'obtention des PV multiples, c'est-à-dire le représentant du candidat doit aller avec les PV signés par tous les représentants des autres candidats. C'était très important. Ensuite, le dépouillement dans le bureau de vote, où il y a eu lieu voilà, les élections. Parce qu'auparavant, on déplaçait les urnes et en cours de route, on changeait l'urne. La population la plus importante, c'est la jeunesse. Mais en Côte d'Ivoire, le président Oufoué et le PDCI, n'étant pas sûrs du vote de la jeunesse, ils avaient fait de sorte que les jeunes ne votaient pas. Donc, une des revendications a été le vote à 18 ans. Voici un certain nombre d'éléments obtenus au cours de cette période. Mais Laurent Gbagbo, toujours fidèle à son idée de démocratie
multipartite, c'est très important de le savoir, a été aussi favorable à la création d'autres partis politiques. À tel point qu'il va venir en aide à son ami Djedi Kobena, qui était militant du PDCI et qui avait été éjecté d'une salle du PDCI parce qu'il voulait prendre la parole et contester un certain nombre de points. On l'avait éjecté de la salle. Et lui et ses camarades qu'on appelait rénovateurs, et au fond ils disaient, ils vont rénover quoi? Ils n'ont rien créé, ils peuvent rien rénover. Voilà. Donc, Djeni va décider de créer un parti. Et ça, les Ivoiriens doivent bien le savoir, parce que souvent on dit, bon, il était avec Alassane Ouattara, ensuite il a abandonné. Non, Gbagbo était avec Djeni Kobena. C'est après que Alassane est arrivé et il a pris la tête du RDR. Voilà. Donc, ce qu'il disait, non seulement il faut que les gens s'expriment, mais les gens s'expriment aussi bien dans les associations de la société civile, mais également dans les partis politiques, même si nous n'avons pas la même idéologie. En 2000, le président Laurent Gbagbo devient président. Alors comment va-t-il faire pour mettre en pratique toutes ces idées-là, pour faire évoluer, pour que la Côte d'Ivoire devienne véritablement un pays démocratique? Avant 2000, il y a un passage important, parce qu'après le coup d'État de 1999 du général Gueye, il fallait rédiger une nouvelle constitution. Et les partis politiques ont désigné les militants pour participer. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur d'être désigné pour siéger dans la commission présidée par le président Mathieu Ekra. La question avait été de voir dans quel sens il faut rédiger cette constitution. Le choix premier du Front populaire ivoirien avait été un choix où le président de la République allait avoir moins de pouvoir, parce que le FPI avait rédigé des tests. Soutenir un régime plus ou moins parlementaire ou un régime présidentiel fort. Bon. Les autres ont penché pour le régime présidentiel fort. Ce que le FPI va introduire et qui ne sera pas du tout changé dans cette constitution a été le titre 1 de la constitution, des libertés individuelles et collectives. Ce passage fixe les libertés des citoyens en tant que citoyens. Liberté d'expression, liberté d'association. C'est dans ce titre 1-là qu'on dit expressément qu'aucun Ivoirien ne doit être obligé d'être allé en exil. Donc en 2000, lorsque le président Gbagbo maintenant a été élu et que le général Gueye a voulu confisquer le pouvoir, bien sûr, le peuple ivoirien s'est soulevé. Mais s'est soulevé de manière pacifique, sans armes. C'est le général Gueye, ses troupes, qui ont tué les Ivoiriens. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, il fallait se poser la question, est-ce qu'il va appliquer ce qu'il disait quand il était opposant, ou alors il va se transformer en autocrate? Mais non. Il s'est mis tout de suite à rassembler toutes les forces politiques et associatives de Côte d'Ivoire pour voir comment réconcilier les Ivoiriens. C'est ce qu'on appelle Forum national de réconciliation. Il a choisi M. Seydou Diarra, ancien premier ministre du général Gueye, pour présider. Il a mis tout en œuvre pour que le président Bédié, qui était en exil, revienne en Côte d'Ivoire. Il a tout mis en œuvre pour que l'ancien premier ministre Alassane Ouattara, qui était aussi en exil, revienne en Côte d'Ivoire. Le général Gueye était dans son village à Kabakouma. J'ai été dans la délégation, nous sommes allés le trouver à Kabakouma pour lui demander de venir à Abidjan participer pleinement à ce forum. Donc, dès le départ, le président Gbagbo a mis en œuvre ce qu'il disait. Et il a fait un gouvernement d'ouverture. Le premier gouvernement, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, comprenait des militants du PDCI RDA. Seul le RDR avait refusé d'y participer. Mais ce gouvernement, c'est très important parce que
c'est le gouvernement qui va mettre en œuvre ce que moi je peux appeler essayer de faire de telle sorte que les sources des conflits disparaissent en Côte d'Ivoire. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. D'abord sur le plan politique. Le gouvernement va faire voter une loi qu'on appelait la loi sur le statut des anciens présidents et premiers ministres. Parce que pour le président Gbagbo, souvent les Africains ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils se disent « je vais quitter le pouvoir et je vais vivre comment ?» Un parti politique unique qui est au pouvoir ne peut pas dire « moi, j'applique la démocratie ». Il faut que les autres partis politiques aient les moyens de s'exprimer, de mener les activités. Donc l'expression a été de faire voter une loi, la loi sur le financement des partis politiques. Très important, parce que en application de cette loi, le PDCI-RDA a perçu chaque année 800 millions de francs CFA. Le RDR recevait également 800 millions de francs CFA par an. Mais malgré tout cela, le RDR n'a pas choisi la voie pacifique de la lutte. Parce que M. Ouattara a déclaré qu'il remerciait son Premier ministre Soro Guillaume de l'avoir convaincu que la voie pacifique ne mènera nulle part et qu'il faut la violence pour chasser Gbagbo. Vous voyez, très important. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas ces actions seulement purement politiques. Il y a eu aussi la loi sur la dépénalisation du délit de presse. Loi importante parce qu'il faut rendre la liberté aux gens, il faut que les gens s'expriment. Parce que s'il n'y a pas de débat d'idées, l'Afrique ne va pas évoluer. Donc par conséquent, il fallait dépénaliser. En août 2002, les efforts de Laurent Gbagbo vont payer. Parce que ça a été le 5 août, ce grand gouvernement élargi, où le RDR enfin va donner ses militants pour siéger au gouvernement. En fin de compte, c'était pour le RDR un leurre. Parce que quelques semaines après, en septembre, ils vont attaquer. Après s'être entraîné au Burkina Faso. Le président Gbagbo, qui était en déplacement en Italie, rentre au pays. Le gouvernement continue ses activités. Les ministres RDR demeurent au gouvernement. Et je profite de ça pour dire un élément essentiel. Ils avaient coupé la Côte d'Ivoire en deux. La production cotonnière au nord était bloquée. Les paysans ne recevaient plus d'engrais. Le ministre de l'Agriculture, qui est Amadou Gon, est venu présenter une communication et a demandé à exposer les faits. Laurent Gbagbo, malgré le fait que le pays soit coupé en deux et que ses services ne pouvaient pas accéder au nord, a autorisé qu'on fournisse de l'engrais gratuitement aux paysans du nord. Même au retour, en 2003, de Marcoussis, un certain nombre de problèmes d'ordre social s'est posé au nord. Il y avait eu une grande panne d'électricité. Et il fallait faire venir des équipements, mais qui étaient à main. Laurent Gbagbo a demandé la protection des Nations Unies pour aller chercher les équipements, venir installer à Fekese-Dougou, pour que les populations du Nord aient l'électricité. C'était également le problème de l'eau à Korogo, où un barrage a été fait financer. Mais pendant toute cette période, les taxes, les productions de café, de cacao, le bois, tout était évacué par les rebelles à Bobo-Dioulasso, où ils avaient installé un port sec, où les éléments étaient conditionnés et évacués soit sur Tema, soit sur Cotonou, soit sur Lomé. Tous ces problèmes d'ordre social qui se posaient au nord, en fin de compte, Laurent Gbagbo, toujours dans sa politique de tout faire pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, voilà, il a donné l'ordre pour que le secours soit apporté à nos frères et sœurs du Nord. Mais je voudrais insister sur le fait que, malgré
la fourniture d'électricité par l'État de Côte d'Ivoire, la fourniture d'eau par l'État de Côte d'Ivoire, les populations du Nord, pendant toutes ces périodes, n'ont jamais payé de factures. Et l'eau et l'électricité n'ont jamais été coupées. Contrairement à ce que les gens racontent. Et je pense que eux, à la place de Laurent Gbagbo, ils auraient fait exactement le contraire. Je dis ça parce que en mars 2011, ils ont décrété le blocus, plutôt, des médicaments. Comment tu peux bloquer des médicaments qui sont destinés aux populations? Les médicaments ne sont pas destinés à Laurent Gbagbo, ni à ses ministres, c'est aux populations. Et pendant toute cette période, que sont devenus les diabétiques? Que sont devenus les hypertendus? Mais lui, à son temps, il a fourni l'eau, il a fourni l'électricité, et parfois même, il a fait convoyer des médicaments. Mais revenons un peu en arrière, également pour insister aussi sur un certain nombre de décisions qu'il avait prises pour aider les populations ivoiriennes. Voilà. L'électrification rurale, parce que dans le programme adopté après 2000, il fallait électrifier les villages de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire, mais un village comme Kossou, où il y avait le barrage, Kossou n'avait pas d'électricité. Et de 2000 à 2011, il avait fait électrifier 908 villages. Alors que de 1960 à 2000, tous les régimes et les pouvoirs du PDCI n'avaient fait électrifier que 1906 villages. Faites le rapport. Voilà. Un autre point clé, ça a été l'eau potable. Comme nous le savons, plus de 60% des maladies que nous avons proviennent de l'eau. Donc il fallait l'accès à l'eau potable. Un autre programme très important qui n'a pas pu être réalisé compte tenu de ces agressions perpétuelles, ça a été l'assurance maladie universelle. Voilà. Tous ces éléments-là devraient concourir au fait que l'Ivoirien doit profiter du développement. Et il a utilisé une phrase très simple. Houphouët-Boigny a fait de la Côte d'Ivoire un pays riche. Moi, je vais faire de l'Ivoirien un homme riche. Et ça s'est traduit dans l'augmentation du prix du café et cacao, où nous sommes passés de 150 francs le kilo au temps du PDCI à 1000 francs et parfois à 1100 francs le kilo. Voici un peu l'homme. Aujourd'hui, je pense que les paysans de Côte d'Ivoire pleurent parce que le prix du cacao a plongé, le prix de l'EVA qui était monté à 1000 francs a plongé. Donc la misère est revenue. Bien sûr, on nous dit que l'argent travaille, mais l'argent qui travaille qu'on ne voit pas, on se demande bien si dans quel pays cet argent travaille. L'image qui a été véhiculée à travers le monde par rapport à Laurent Gbagbo, c'est un dictateur. Alors que par rapport à Soudis, je vois bien qu'il y a un fossé énorme entre les actes qu'il a posés et ce qui est dit en international. Vous faites bien de poser cette question, mais vous avez vu, je vous ai fait son parcours de 68-69 jusqu'à 2000, jusqu'à sa chute. Vous avez vu que c'est un pacifiste. Pour moi, Gbagbo est un pacifiste. Gbagbo est dans la même ligne politique idéologique qu'un homme comme Gandhi. Voici des gens que même quand ils voient que l'adversaire s'arme et il vient, il tire, il refuse que ses partisans s'arment pour tirer aussi. Donc, c'est ce que je peux dire le concernant particulièrement. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à ce qui est véhiculé sur le plan international, par rapport à votre ami, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on doit retenir? En emprisonnant Laurent Gbagbo à La Haye, la France et la communauté internationale ont commis une faute grave, je dirais même un crime. Parce que Laurent Gbagbo, je le disais tantôt, c'est un pacifiste. Et ceux qui le suivent, ses partisans, débordent le cadre du Front populaire ivoirien. C'est le LMP, la majorité présidentielle. Donc, il faut que Gbagbo Laurent, responsable, dirigeant, leader de ce groupe de partisans d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, soit assis face à M. Alassane Ouattara et au président Bédié, responsable de
du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, c'est-à-dire le RHDP. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. C'est-à-dire quand nous disons, prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que les hommes politiques ivoiriens aujourd'hui, et surtout ceux qui ont l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui en main, doivent devenir un grand. Accepter de s'asseoir et discuter. Ça me permet de revenir à cette phrase de Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons. C'est la voie de passage obligée. Merci, Monsieur le ministre. Cet entretien est terminé. Vous avez dû nous suivre depuis le début. Nous avons parlé de Laurent Gbagbo, démocrate et homme de paix, par rapport à l'argumentation et aux éléments qu'a donné le ministre Assoa. Nous pensons, nous avons éclairé sur ce sujet. Bonsoir.